C'était un 20 mars, il y a tout juste 20 ans. En 2003, l'armée américaine envahissait l'Irak pour renverser Saddam Hussein sans aucune résolution des Nations Unies et contre le droit international. 2 décennies plus tard, l'Irak et le Moyen-Orient portent toujours les stigmates de cette intervention militaire. Avec nous pour en parler, Myriam Benrad, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes politologue, professeur à l'Université internationale Schiller. Vous travaillez notamment sur l'Irak. Avec nous également Philippe Crowther, journaliste à l'agence AP, Associated Press. Bonsoir Philippe et merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. La première question, elle est pour vous. Comment est vécu ce 20e anniversaire en Irak ? Alors, il n'y a pas eu de commémoration ici. Ce n'est pas un moment pour fêter l'invasion des États-Unis. Ce n'est pas nécessairement un moment pour être triste non plus. Cela dépend du destin de chacun, bien sûr. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu des proches pendant ces 20 ans de guerre civile, d'occupation des États-Unis, 20 ans de chaos ici en Irak. Mais il y a aussi ceux, les plus anciens ici en Irak, notamment ici à Bagdad, avec lesquels j'ai pu parler les derniers jours, qui se rappellent du temps de Saddam Hussein, il y a maintenant 20 ans, qui était toujours au pouvoir à l'heure de l'occupation, du début de l'occupation américaine. Eux, ils se souviennent de ce moment-là et ils m'ont dit plusieurs fois qu'ils aiment beaucoup les libertés qu'ils ont gagnées depuis, la liberté de la presse qui existe maintenant ici en Irak, la liberté d'expression, notamment quand tous les Irakiens. C'est la jeune génération peut-être qui a énormément d'espoir, qui a beaucoup d'énergie, mais aussi qui ont des critiques très différentes. Ils n'ont pas vécu avec Saddam Hussein, ils connaissent seulement le temps de l'occupation américaine, le temps de la guerre civile ici en Irak. Et ce sont eux qui ont des demandes très claires, une demande pour plus de postes de travail. Le chômage est très haut ici en Irak maintenant. Une demande pour plus de médicaments, pour des hôpitaux qui marchent mieux, pour plus de travaux, notamment plus de postes de travaux et notamment, et c'est un refrain de la génération la plus jeune, mais aussi de la génération un peu plus ancienne, leur refrain, c'est qu'ils veulent moins de corruption politique. C'est un pays très corrompu, on le sait très bien, tout le monde le sait, les hommes politiques le savent aussi, et c'est là une des revendications les plus importantes maintenant, 20 ans après le début de cette invasion américaine. Philippe Crowther, restez avec nous, très intéressant ce que vous nous disiez. On va poursuivre avec vous justement sur la manière dont les Irakiens vivent aujourd'hui dans leur pays. Après, vous l'avez dit, 20 ans de chaos et une période particulièrement meurtrière. On parle tout de même de presque 500 000 civils tués entre 2003 et 2011. Myriam Benrad, pour celles et ceux qui nous regardent, certains d'ailleurs n'étaient pas nés, rappelez-nous pourquoi à l'époque les États-Unis décident d'envahir ce pays. Alors, on a d'emblée, disons les choses, l'après 11 septembre 2001, qui va se traduire par le lancement de la fameuse guerre contre la terreur par l'administration de George W. Bush à l'époque, et qui va prendre pour cible 2 pays, l'Afghanistan et l'Irak. On reproche notamment d'ailleurs à Saddam Hussein, ce sera une des thèses avancées par un certain nombre de stratèges américains, on reproche à Saddam Hussein d'avoir des liens en fait directs avec Al-Qaïda à l'époque. Ensuite, il y a évidemment... Vrai, ce qui était faux. Alors, ce qui n'a jamais vraiment été démontré, de la même manière que la détention d'armes de destruction massive, qui va être la justification apportée, souvenez-vous, par Colin Powell aux Nations Unies, n'a jamais non plus été démontrée. Au contraire, elle a d'ailleurs été démentie par un rapport qui sera publié en 2004. Et est-ce qu'il y avait Al-Qaïda en Irak à ce moment-là ? Alors, il y avait une mouvance salafiste, je dirais militante, mais qui n'était pas armée. On sait par exemple que le combattant Abu Musab al-Zarqawi, jordanien, qui avait fait ses armes en Afghanistan, va rejoindre l'Irak à partir de l'année 2002 avec un certain nombre de partisans, mais surtout dans les zones kurdes du Nord. Donc ça c'est intéressant parce qu'ensuite ils vont se déployer dans le reste du pays à mesure que les troupes américaines font leur entrée, s'installent durablement. Mais on ne peut pas non plus dire que l'Irak était destiné à cette violence djihadiste. Et c'est important, je pense, même si cette guerre n'est pas commémorée en Irak, de rappeler que c'est quand même elle qui a posé les jalons de cette violence, encore une fois, systémique. Mais il n'y avait pas forcément de lien entre l'Irak de Saddam Hussein et les attentats du World Trade Center. Alors, non, ça ne s'est pas prouvé. Hein. Ouais. Et puis, par ailleurs, les kamikazes étaient à majorité saoudiens.
Saoudiens, il y avait des Égyptiens, mais il n'y avait pas d'Irakiens parmi les auteurs. Peut-être une dernière chose, comme c'est intéressant ce que vous demandez, parce qu'il y a quand même un ressentiment des Irakiens par rapport à ça. Nous ne sommes pas les responsables du 11 septembre et nous avons payé le prix fort des attaques qui ont visé l'Amérique, contre lesquelles cette même Amérique s'est vengée en nous ciblant, alors que les Irakiens n'y avaient pas... C'est intéressant, je me tourne vers vous, Philippe Krauter. Est-ce que les Irakiennes et les Irakiens en parlent? Vous avez évoqué notamment la jeune génération qui n'a pas connu Saddam Hussein, mais qui forcément, du coup, n'a pas connu non plus le 11 septembre 2001. Que disent les Irakiennes et les Irakiens, notamment la jeune génération, à ce sujet? Ils ressentent cette injustice? Non, on en parle. C'est intéressant en fait que vous le mentionnez pendant mes conversations pendant les derniers jours. J'en ai pas parlé du 11 septembre moi-même et ces gens que j'ai interviewés, des jeunes, des moins jeunes, l'ont pas mentionné non plus. On ne voit pas vraiment ce lien et nous on le sait très bien que ce lien n'existait pas entre le 11 septembre et Al-Qaïda en Irak, qui existait peut-être mais qui n'avait pas de lien direct entre les attaques terroristes du 11 septembre et le pays ici. Il n'y avait pas ce lien, il n'y avait pas d'armes de destruction massive non plus, les gens ne m'en parlent pas non plus. Alors il faut toujours le rappeler qu'il y avait un peu de joie dans les rues de Bagdad. On connaît ces images de la statue de Saddam Hussein qui est tombée avec l'aide des soldats américains bien sûr, mais aussi des civils irakiens. Il y avait de la joie dans les rues de Bagdad. Pas tout le monde, mais cette joie était réelle parce qu'on était très content que l'ère de Saddam Hussein s'est terminée. Avec de l'aide américaine, on aurait préféré que ça se terminait d'une autre manière, bien sûr, sans une intervention d'un pays étranger, sans l'intervention des États-Unis. Alors, quelque chose que je n'ai pas ressenti les derniers jours ici, c'est du remerciement nécessairement envers les États-Unis. C'est une émotion presque impossible parce que les dernières 20 années ont été tellement mauvaises pour l'Irak après l'intervention des États-Unis qu'on ne peut pas s'imaginer un remerciement envers les États-Unis. Mais ce n'est pas l'ennemi non plus. Donc c'est une relation très très complexe avec les États-Unis et les réactions généralement envers les États-Unis et leur occupation sont très complexes ici aussi. Et justement, il y a eu cette occupation. Myriam Benrad, je vous pose la question parce que ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup entendu dire pourquoi George W. Bush n'est pas jugé par la CPI, alors que cette même CPI, aujourd'hui, pour des raisons d'invasion et de crimes de guerre qu'elle reproche à Vladimir Poutine, elle lance un mandat d'arrêt contre lui. Je rappelle quand même que l'Irak, record du monde de cancer et de lymphome à cause de l'usage par les Américains d'armes à uranium appauvri. Pourquoi il n'y a pas eu de procès? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'enquête internationale. On sait à travers, comme vous le disiez, un certain nombre de maladies qu'ont développées des Irakiens. Il y a eu la fameuse affaire des enfants, vous savez, déformés à la naissance, atteints de différents handicaps très graves, dans certains cas de malformation congénitale. Ça, c'était la première guerre du Golfe. La deuxième aussi? Non, ça c'était les batailles de Falloujah de l'année 2004, où on sait par exemple que l'armée américaine a utilisé du phosphore blanc. Des armes non conventionnelles. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu, si vous voulez, d'enquête. Sur Abu Ghraib, il y a eu des enquêtes. Alors, Abu Ghraib, sur les tortures, oui, parce qu'il y a... Enfin, les enquêtes, c'est des photographies passées à un journaliste. C'est mon Hersh qui décide de publier le scandale. Mais à aucun moment, vous vous en doutez, ça a été coordonné en dehors de quelques personnes qui étaient donc dans les rangs de l'armée américaine, qui avaient eu accès à ces clichés, et les journalistes, je dirais, à part quelques têtes brûlées encore, qui avaient décidé de révéler certaines vérités. Mais sur les armes non conventionnelles, les crimes de guerre, un certain nombre de dérives assez graves de l'armée américaine, il n'y a jamais eu vraiment d'enquête. Et surtout, on ne sait pas tout. Il y a beaucoup de choses qui sont encore aujourd'hui classées secret défense, auxquelles on aura peut-être accès un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Myriam Benrad, avant de retourner voir Philippe Krauter à Bagdad, quelles ont été les conséquences de cette invasion américaine sur l'Irak et sur son destin? Il y a eu une guerre civile, il y a eu l'émergence de groupes comme Daesh notamment. Oui, c'est la guerre civile et j'aimerais quand même nuancer ce qui a été dit. Il y a peut-être un phénomène d'oubli ou de détachement de la part des plus jeunes, c'est vrai aujourd'hui. Puis il y a aussi la volonté de passer à autre chose. Bien sûr. Ils ne vont pas passer leur temps alors qu'ils ont des préoccupations plus pratiques, trouver un emploi, faire des études, retrouver une vie normale. Ils ne vont pas passer, c'est vrai, leur vie à s'apesantir, à revenir sur ce passé qui a été par ailleurs très traumatique. Mais tout de même, on ne peut pas, si on fait un effort d'histoire, nier que cette invasion, elle a provoqué des cycles
de guerres civiles. Il y en a eu plusieurs. On peut d'ailleurs considérer que la séquence État islamique entre 2014 et 2017-2018 est une énième guerre civile dans la guerre civile. Est-ce qu'elle a apporté la démocratie, cette invasion? Tout à l'heure, Philippe parlait de liberté d'expression, de liberté de parole, de pluralisme. Alors oui, certes, on a des journaux aujourd'hui, on a une presse, on a différentes tendances, on a de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de liberté, mais ça ne remplace pas un gouvernement fonctionnel, ce gouvernement il n'est pas là, ça ne remplace pas des réformes plus structurelles, socio-économiques, même je dirais culturelles dans certains cas, qui puissent essayer de rassembler la nation, de refonder ce pays qui a été détruit encore une fois par la guerre. Il y a un État-nation aujourd'hui ou pas? Non, il n'y a pas d'État-nation. On a un territoire autonome, le Kurdistan irakien. Est-ce qu'il y a un État-nation? Non. Non, il n'y a plus d'État-nation. Mais d'ailleurs, une chose aussi importante à dire, parce qu'on parle de cette guerre, il faut quand même préciser qu'avant 2003, l'Irak a été frappé par un embargo de 10 ans, des sanctions internationales qui ont été parmi les plus sévères de l'histoire, qui avaient aussi quand même largement affecté la population et ce pays. Donc pourquoi je dis tout cela? Parce que les jeunes, même si les jeunes se détachent, leur difficulté à retrouver une vie normale, ou même dans certains cas, disons quand même les choses, leur volonté de partir, elle est tout de même liée à ce lourd héritage auquel les élites irakiennes n'ont pas réussi à faire face. Vous me parliez de démocratie, on a une corruption endémique, des élites qui sont repliées sur elles-mêmes, des ministères qui ne sont pas fonctionnels, un chômage massif, et on pourrait faire une liste sans fin des mots structurels. Les mots structurels aujourd'hui auxquels fait face l'Irak. Philippe Crowder, je me tourne à nouveau vers vous. Vous avez parlé tout à l'heure des aspirations de la jeunesse. On a vu ces manifestations il y a quelques mois encore en Irak. Il a fallu des mois de crise pour avoir un Premier ministre aujourd'hui. Quel est aujourd'hui, globalement, quel est aujourd'hui le contexte politique en Irak? Pas facile de le résumer en quelques mots, mais quel est-il si vous deviez nous dresser un tableau? Alors d'abord, c'est un système politique qui est très fortement critiqué par les Irakiens, notamment l'administration en ce moment même, qui est vue comme étant encore plus corrompue que les antérieurs. C'est un système de partage de pouvoir entre chiites, sunnites et kurdes qui, en théorie, pourrait fonctionner. C'est un système mis en place par les Américains pendant l'occupation, mais qui ne marche pas vraiment, qui a mené à cette corruption qui semble ne pas se terminer. Donc c'est la préoccupation la plus importante, pas seulement pour les jeunes Irakiens, mais pour les moins jeunes aussi. C'est vraiment le problème le plus important. Alors, le côté positif de tout cela, c'est qu'on peut se concentrer sur autre chose, pas seulement sur sa propre sécurité. Maintenant, on se sent assez en paix. Il y a une stabilité qui est relative, mais qui règne en ce moment, les dernières années, peut-être deux années et demie. Mais il y a toujours cette peur, bien sûr, pour tout le monde, pour tous les Irakiens, parce que c'est un pays quand même qui, pendant les dernières décennies, on le sait tous, a vu beaucoup plus de guerres que de paix. Donc il y a toujours cette peur que cette stabilité en ce moment, cette paix, qu'elle puisse être très très fragile. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à AP, Associated Press, Philippe Crowder. Juste Myriam Benrad, pour préciser ce que disait Philippe, c'est un système multiconfessionnel comme au Liban, c'est-à-dire que le président est forcément kurde, c'est bien cela, il me semble, irakien. Le président du Parlement sunnite et le Premier ministre actuel est chiite. Oui, mais c'est plus compliqué parce que si vous voulez, en fait, chaque communauté est quand même très divisée. On l'a vu par exemple avec la fracture très importante entre les différents clans chiites lors des dernières élections. De la même manière, du côté sunnite, tout cela est très fragmenté et on a aussi des tensions très importantes entre forces kurdes. Donc c'est bien d'ailleurs pour ça que la Constitution de 2005, qui devait réorganiser justement le pays sur des bases confessionnelles, n'a pas fonctionné et ne fonctionne pas. Et cette volonté des Irakiens de passer à autre chose, c'est aussi la volonté, au-delà de la corruption, de se débarrasser du communautarisme qui n'est pas une formule politique qui fonctionne. Et vous allez devoir me dire oui ou non, selon vous, Myriam Benrad, l'experte, l'Irak est-elle oui ou non aujourd'hui une démocratie dans le monde arabe? Pour moi, non. Merci beaucoup Myriam Benrad d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur à l'Université internationale Schiller. Merci beaucoup pour votre éclairage.